Patrick, je pense que lorsque nous regardons Donald Trump, nous devons prendre en compte son premier mandat. Et tu sais, après 12 mois au pouvoir actuellement aux États-Unis, on ne voit pas tant de changements que ça. Tu te souviens de la façon dont il aidait l'Ukraine à l'époque, pendant sa première administration, en imposant de nombreuses sanctions à la Russie. En réalité, la base de ces sanctions contre la Russie a été établie par l'administration Trump, la version 1.0 de Trump. Et il se vante des Javelin, ces armes qu'ils ont envoyées à l'Ukraine à l'époque. Non, il n'est pas en dehors de ce qui se passe en Ukraine. Il fait partie du tableau. Il fait partie du problème. Et chaque fois qu'il sort et dit que c'est la guerre de Biden, ce n'est pas la guerre de Biden, c'est la guerre des États-Unis en Ukraine. C'est tout. Tous ensemble. Et comment, en tenant compte de cela, comment voyez-vous les réactions en Russie? Que se passe-t-il dans l'esprit des Russes, compte tenu, vous savez, de cette sorte d'attitude changeante de Donald Trump? Encore une fois, cela revient à la véritable notion de leadership. On reconnaît un vrai président, un véritable homme d'État, ce que Donald Trump feint d'être. Trump joue le rôle d'un acteur, celui d'un homme d'État de télé-réalité, mais il n'en est pas réellement un. Car si l'on est un véritable homme d'État, comme les anciens présidents américains, on ne rejette pas la faute sur son rival politique. On peut le faire sur le plan intérieur, concernant l'économie ou les politiques nationales. C'est le jeu normal de la politique américaine. Mais sur la scène internationale, lorsqu'il s'agit des grandes puissances mondiales, on ne peut pas attribuer la responsabilité d'une guerre à son adversaire politique. C'est une question américaine. Il y a la CIA, l'armée américaine, toutes ces agences et opérations clandestines qui fonctionnent sans interruption sous Obama, Trump, Biden, Trump. D'accord? Donc, c'est un problème américain. Un véritable dirigeant se lèverait sur la scène mondiale et dirait « Écoutez, nous avons commis une énorme erreur. Il faut vraiment que cela prenne fin. J'assume ma part de responsabilité ici. Mettons-nous autour de la table, faisons en sorte que cela se réalise. » Au lieu de s'en servir comme d'une arme contre ses rivaux politiques, ce que font les dirigeants faibles. Les dirigeants politiques faibles ne savent pas comment exploiter un véritable capital politique. Le vrai capital politique se construit de manière intrinsèque et il repose sur la confiance. En fin de compte, la source du véritable pouvoir politique, c'est la confiance, soit celle du peuple, soit celle de la communauté internationale. Si vous bâtissez cela, vous pouvez mobiliser un véritable capital politique. Donald Trump n'est pas capable de faire cela. Il s'appuie sur des menaces de sanctions secondaires, d'outils et de mécanismes économiques en instrumentalisant le dollar américain. Cela finit par tuer le dollar américain en termes de demande mondiale et conduit à sa disparition en tant que monnaie de réserve mondiale. Il a également accéléré le développement des BRICS et des programmes financiers des BRICS, et ainsi de suite. La saisie des avoirs russes en est un parfait exemple. Trump pourrait intervenir et dire « Non, vous n'allez pas saisir ces avoirs russes, car si vous le faites, cela va compromettre nos négociations. » S'il voulait vraiment mettre fin à cette guerre, il pourrait mettre Bruxelles échec, et rien qu'en se basant sur cette saisie. Il a de son côté, s'il adoptait cette position, et s'il écoute ou si ses conseillers écoutent, un atout de maître. Il a Christine Lagarde de son côté. Elle est la présidente de la BCE, la Banque centrale européenne. Elle ne veut pas que Bruxelles vole les avoirs russes, d'accord? La Belgique est de son côté. Plusieurs autres pays de l'UE sont de son côté. Il peut déborder et mettre Bruxelles échec et mat, ainsi que tous les maires Macron, tous, d'accord?
Et il y a même en France des personnes qui se sont opposées à cette saisie d'actifs, des personnalités de haut rang. Je pense même que le gouvernement Macron n'y adhère pas totalement, car il comprend les conséquences de cette violation du traité de l'Europe. Et au final, ce sera la fin du système SWIFT en tant que réseau de confiance pour le règlement des paiements internationaux. Mais l'administration Trump a-t-elle la conscience, à l'échelle internationale, nécessaire pour comprendre cette situation et en tirer parti, pour faire avancer le ballon vers la ligne de but? Je ne le pense pas. Ils sont tellement arrogants et complètement à côté de la plaque. Ils ont des signes de dollars plein la tête à propos de tout. Donc je ne pense pas que cela arrivera. Vous savez, Alexandre Loukachenko, le président du Bélarus, l'a parfaitement dit dans une récente interview. Les Européens sont allés aux pourparlers de paix avec l'idée de planifier la prolongation de la guerre. Voilà où en est l'Europe. Et je pense que de plus en plus de gens s'en rendent compte aujourd'hui. Et c'est une formidable occasion pour Trump, pour l'administration Trump, de complètement prendre de vitesse tous les Européens sur ce sujet. De la même manière que les présidents précédents l'ont fait avec habileté, comme Ronald Reagan ou d'autres, ils contournaient la presse et s'adressaient directement au public, avec l'idée, avec le concept, en évitant la presse et la bureaucratie politique. Mais il faut que ce soit une idée qui ait du sens pour le peuple. Il faut être capable de l'exprimer clairement. Et je parle du peuple européen, car il faut que les gens en Allemagne, que les gens en France, il existe un immense courant pacifiste dans tous ces pays, se rallient à la direction des États-Unis. Une direction idéologique, une véritable direction, une direction pacifique. Poursuivre un règlement pacifique et négocié. Mais pour cela, il faut être capable d'expliquer pourquoi on le fait. Il faut aussi faire un peu son mea culpa, reconnaître que ce projet a été, en somme, un désastre et qu'il s'est heurté à un mur. Et il faut presque sacrifier les administrations précédentes. Très bien alors, jetez Biden et Obama sous le bus. Jetez-vous vous-même sous le bus. Vous pourriez dire, j'ai eu de mauvais conseillers. J'avais John Bolton et Victoria Nuland qui rôdaient autour du département d'État. Et vous savez, il y a d'autres façons de s'y prendre. Mais si vous ne parvenez pas à sortir de ce piège, vous êtes condamné. Donc, à ce niveau-là, je ne vois aucun signe réel que l'administration Trump puisse faire autre chose que des séances photos, des coups de fil, des tweets et des accords imaginaires. Je n'arrive tout simplement pas à y croire. Voici un exemple parfait, Nima. Février 2026. Ce sera le 4e anniversaire du conflit en Ukraine, dans sa phase actuelle. Mais autre chose se passe en février. L'échéance du traité New START, l'accord entre les États-Unis et la Russie. C'est une autre occasion et je n'ai vu, Ray McGovern, notre estimé collègue, l'a également souligné, aucun signe de la part de l'administration Trump quant à ce qu'elle compte faire. Ont-ils une nouvelle proposition? Vont-ils prolonger le traité actuel? Encore une fois, cela n'a pas été exprimé, en partie parce que l'administration Trump ne reconnaît pas le droit ou les accords internationaux. Ils s'en moquent tout simplement. Ils ne les reconnaissent pas. Ils se considèrent comme l'unique hégémon. Et ce ne sont en quelque sorte que des documents dépassés et des notes annexes pour eux. Pas une priorité. Mais c'en est une. Vous savez, c'est l'un de ces domaines où l'on peut vraiment cultiver un excellent capital politique avec Moscou. Cela envoie aussi un message au reste du monde, rappelant à tous que ce sont les deux principales puissances nucléaires de la planète. Elles se sont assises à la table et ont signé un accord très important. Et, compte tenu des circonstances difficiles ou un accord intérimaire qui envoie un message dévastateur à ces costumes vides comme Mark Rutte, ou à ces sortes de dictateurs de poche comme Ursula von der Leyen, d'accord, ou Zelensky d'ailleurs, ou Keir Starmer,
ou Friedrich Merz, ou Macron. Ces personnes qui, vous savez, affichent toutes des taux d'approbation compris entre 10 et 20% dans leurs pays respectifs. Cela envoie un message assez fort. L'autre message que l'administration Trump pourrait envoyer, encore une fois, si c'était moi, la première chose que j'aurais faite aurait été de normaliser les relations entre la Russie et les États-Unis. Rouvrir tous les consulats à Washington et à San Francisco, leur rendre leurs biens, rétablir la présence diplomatique russe aux États-Unis. Cela enverrait un message très puissant à la Grande-Bretagne, à l'Allemagne, à Bruxelles. Je veux dire, ce sont là les vraies actions. Vous savez, un pays comme la Russie possède des institutions très développées, des institutions diplomatiques et un art de gouverner. Et ils ont placé leurs plus hauts diplomates à des postes clés depuis des décennies. Ce qui compte pour eux, c'est la procédure régulière dans les relations internationales, le rétablissement de la normalisation des relations. Alors, oui, parce que même si vous vouliez mettre en place un cadre équivalent au JCPOA, mais pour l'Ukraine, si vous vouliez faire cela, il existe des obstacles à sa réalisation. Délivrer des visas aux diplomates russes, permettre aux consulats et au personnel des ambassades d'avoir des échanges avec les États-Unis, ils doivent venir en Amérique. Et il ne s'agit pas simplement d'envoyer Steve Witkoff et Jared à Moscou pour se gaver de caviar et boire du champagne ou autre chose. Il faut de véritables cadres et des réunions réciproques à différents moments, menant à une phase 1, une phase 2, une phase 3. C'est ce qui aboutira finalement à la signature d'un accord ou d'un traité. Il faut normaliser les relations diplomatiques pour y parvenir. La Russie le sait. Donc encore une fois, Nima, revenons à la question initiale. La Russie regarde cela et se dit que l'Amérique n'est pas sérieuse. L'administration Trump n'est pas une organisation internationale ou diplomatique sérieuse. Elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Elle n'est pas sérieuse. Elle ne respecte pas les normes internationales ni les attentes que des pays expérimentés comme la Russie ou la Chine peuvent avoir. Non. Alors la Russie va simplement rester en retrait, se montrer amicale, hocher la tête et dire « Oh, les voilà encore, déroulons-leur le tapis rouge ». Pendant ce temps, la Russie poursuit ses affaires, car elle sait que les affaires ne passeront pas par un règlement négocié pour le moment. Ce sera peut-être le cas plus tard, si les choses changent ou s'améliorent d'une manière ou d'une autre. Parce que l'administration Trump pourrait faire ces deux choses. Établir une nouvelle ligne concernant le traité New START avec la Russie, un nouvel accord bilatéral et normaliser les relations diplomatiques avec la Russie. Ce seraient deux signaux verts majeurs qui permettraient à de nombreuses avancées positives de se concrétiser. Mais nous ne voyons pas cela se produire. Cela ne fait que réaffirmer le fait qu'il y a une incompétence totale, flagrante, et un amateurisme évident parmi les membres de l'administration Trump. Et franchement, leur ignorance et leur méconnaissance de l'histoire et des relations internationales sont tout à fait stupéfiantes. Voici le résultat. Un statu quo de facto sur le terrain entre l'Ukraine et la Russie. Patrick, nous avons eu le document sur la stratégie de sécurité nationale publié par l'administration Trump, et on peut y voir certains points positifs, comme l'accent mis sur le retrait d'Ukraine et d'une certaine manière sur l'hémisphère occidental. Mais je me souviens de ce qui s'est passé pendant Trump 1.0. Il parlait de retirer les troupes de Syrie. Alors, ces documents, comment les voyez-vous? S'agit-il simplement d'une forme d'idéologie de la part de l'administration actuelle, quelque chose qu'ils ne pourraient jamais réellement mettre en œuvre, peu importe ce qu'ils inscrivent dans le document? C'est une sorte de fantasme. Vous savez, il y a 3 jours, il y a eu une réunion avec l'Iran, la Russie, la Chine et d'autres pays de la région.
qui se sont réunis pour discuter de la situation en Afghanistan, parce qu'ils veulent renvoyer des troupes américaines là-bas. Donc en regardant le document et ce qu'ils disent vouloir faire, et en comparant avec ce qui se passe réellement, par exemple en Asie occidentale, il ne se passe rien. Il n'y a aucun résultat concret à ce qu'ils parlent. Le document sur la stratégie de sécurité nationale dont vous parlez, c'est un travail improvisé, un assemblage hétéroclite de copier-coller. Il rassemble beaucoup d'idées intéressantes et qui sonnent bien, mais au milieu de tout ce pillage d'auteurs, comme Zbigniew Brzezinski et d'autres, ils ont inséré des idées complètement contradictoires, des politiques rattachées à ces sections de grandes stratégies qui sapent totalement la thèse des déclarations d'ouverture. Par exemple, ils essayent d'affirmer que l'État-nation est l'unité organisationnelle prééminente de la politique mondiale et que les nations doivent protéger leur souveraineté. D'un côté, c'est un excellent trope, mais ensuite, ils le sapent en affirmant que les nations ne peuvent pas avoir de souveraineté lorsqu'il s'agit d'entretenir des relations économiques avec les rivaux des États-Unis, et certainement pas dans l'hémisphère occidental, avec la Chine, la Russie ou l'Iran, par exemple. Donc la souveraineté, mais seulement si elle est approuvée par les États-Unis. Ce n'est pas cohérent, ce n'est pas un document sérieux. Ce n'est pas authentique. Ce n'est pas sérieux, car ce n'est pas fondé sur des relations internationales honnêtes. Il est clair qu'ils n'ont pas l'intention d'obtenir l'adhésion de qui que ce soit. En gros, cela revient à dire « Voici notre vision du monde aujourd'hui, et vous devez vous rallier à nous et nous soutenir en tant que superpuissance mondiale. » Nous devons agir selon nos intérêts et nous exercerons notre puissance en accord avec ces intérêts. Ainsi, si nous voulons empêcher le Venezuela d'exploiter ses réserves de pétrole, nous le ferons. Si ensuite nous voulons saisir leurs compagnies pétrolières nationales pour qu'elles soient exploitées par des entreprises américaines, nous le ferons. Nous imposerons un blocus aux pays qui n'agissent pas dans notre intérêt. Et nous avons besoin de terres rares, de ressources pétrolières. Nous en avons besoin pour maintenir notre position hégémonique face à la Chine. Par conséquent, nous gérerons ces situations conformément à nos intérêts. Je veux dire, ce n'est pas sérieux. C'est un document impérialiste sérieux, mais il est formulé avec une sorte de faux respect pour la souveraineté des nations. Le point essentiel dans les relations internationales réalistes est le suivant, et c'est la grande tragédie de l'État-nation. Tous les États ne sont pas créés égaux. C'est le fondement du réalisme. Les petits États doivent s'unir à d'autres pour former des coalitions afin de faire reconnaître leurs intérêts d'une manière ou d'une autre. Les grandes puissances utilisent leurs avantages pour intimider, contraindre ou menacer les États plus faibles. Les États-Unis ont porté cela à un nouveau niveau et à bien des égards, cela s'est retourné contre eux à travers l'arme qui est devenue le dollar. Le grand génie du système créé par les États-Unis après les accords de Bretton Woods réside dans la monnaie de réserve mondiale. C'était le mécanisme par lequel les États-Unis pouvaient contrôler, manipuler et contraindre tout le monde. Et l'armée était là pour le soutenir. En somme, l'armée soutient le système financier. C'était là le génie du régime d'après la Seconde Guerre mondiale, d'après Bretton Woods, l'hégémonie américaine, le pétrodollar, tout cela. Cela a fonctionné pendant cette période, mais cela ne fonctionne plus, car le champ est désormais beaucoup plus concurrentiel. Et les États-Unis ne sont plus une puissance manufacturière dominante. Ils ne le redeviendront jamais. Pour que les États-Unis redeviennent une puissance manufacturière, il leur faudrait réduire les salaires d'environ 400%. Exactement. Ça n'arrivera pas. Aucun président américain ne serait jamais élu sur cette base. Ils doivent dévaluer le dollar.
Ils vont devoir dévaluer le dollar et imposer des mesures d'austérité comme on n'en a jamais vu. Et bien sûr, cela va provoquer des troubles civils aux États-Unis. Aucun politicien américain ne pourrait jamais faire accepter cela au peuple américain. Ils sont devenus gras et satisfaits au cours des 80 dernières années, et c'est tout simplement impossible. Les Américains sont devenus, en quelque sorte, la population la plus gâtée et la plus paresseuse de l'Occident. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens travailleurs en Amérique. Certains se tuent à la tâche, cumulent plusieurs emplois juste pour rembourser leur carte de crédit. C'est la réalité de l'Amérique. Et en même temps, ils doivent exiger, vous savez, $30 de l'heure ou plus pour ces emplois manufacturiers. Ils ne pourront pas rivaliser avec qui que ce soit à l'international. Et non seulement cela, ils n'ont tout simplement pas l'infrastructure nécessaire. Ils n'ont pas la chaîne d'approvisionnement cohérente qu'un pays comme la Chine possède. Ce que celle-ci a développé au cours des 30 dernières années, son expertise. Ils prennent du retard dans tout ce qui concerne l'IA. Les États-Unis ont probablement adopté le mauvais modèle d'IA, un modèle descendant, centralisé et monopolistique. C'est ainsi que les grandes entreprises technologiques ont pu progresser après la bulle Internet, en s'appuyant sur les monopoles et en bénéficiant du soutien du gouvernement américain. La Chine, elle, a adopté une approche totalement différente de l'IA. Elle en a ouvert une grande partie en open source. Et c'est cela qui représentera l'avenir. Les États-Unis sont extrêmement financiarisés, leur économie, tout comme celle de l'Europe. Et ils accumulent des dettes à un niveau jamais vu auparavant. Et ce système a une durée de vie limitée. En matière de confiance, il repose sur la confiance. Et cette confiance s'érode peu à peu. C'est parce qu'ils sont obstinés à maintenir un empire. Et cela ramène à la question fondamentale, pourquoi? Et cela renvoie à un principe idéologique. En fin de compte, si l'on creuse tout cela, c'est la conviction anglo-américaine qu'ils doivent tracer la voie, qu'ils doivent diriger la culture à l'échelle mondiale, qu'ils doivent diriger la civilisation à l'échelle mondiale, qu'ils doivent être l'avant-garde de tout et qu'ils doivent l'impulser, la diriger. Mais les chiffres ne collent tout simplement pas. Ils ne collent pas démographiquement, ils ne collent pas économiquement, et ils ne collent certainement pas dans les sondages. Alors, quelles sont les options? La guerre, l'effondrement de l'économie en parallèle d'une guerre, une autre pandémie? Il commence à manquer d'options à ce sujet. Il existe une autre option, celle de la coopération internationale. Voir la prospérité s'épanouir à travers un paysage multiple. Disons, c'est aussi une option que l'Occident ne prend pas sérieusement en considération, à mon avis. Et en fin de compte, ce sont là les deux choix fondamentaux. Et c'est très difficile. Beaucoup de ces institutions monopolistiques occidentales se débattent vraiment. Elles crient et se débattent. Je pense qu'elles vont continuer à le faire jusqu'à la porte de sortie. Et c'est très regrettable, car ça n'a pas besoin d'être ainsi. C'était l'occasion de Trump en tant que populiste. Il a dit les bonnes choses, et ses conseillers aussi. Même Marco Rubio a dit « Oh, nous vivons dans un monde multipolaire ». Tu te souviens de ce fameux commentaire qu'il a fait juste après l'investiture? Il ne le pensait pas vraiment. Il a vaguement reconnu que c'était une réalité, mais il n'a pas vraiment compris à quel point c'est profond. Pour comprendre à quel point ce concept est profond, il faut avoir beaucoup voyagé. Il faut vraiment aller sur le terrain en Russie, en Asie et aussi en Amérique du Sud pour comprendre. Marco Rubio n'a aucune idée de ce qu'est réellement l'Amérique du Sud. Il prétend être d'origine latino, donc il affirme avoir des connaissances, mais sa vision de l'Amérique du Sud passe par une carte de la puissance financière et de la coercition.
C'est à travers ce prisme qu'il regarde le monde. Il voit les alliés des États-Unis, puis les gouvernements hostiles qu'il faudrait renverser. Voilà comment Rubio perçoit l'Amérique latine. Mais ce qui se passe réellement sur le terrain en Amérique latine est bien plus profond, sur les plans culturels, civilisationnels et à bien d'autres niveaux. Sous bien des aspects, il y a une véritable renaissance en cours en Amérique latine, dont la plupart des Américains n'ont aucune idée. C'est un changement très subtil vers l'indépendance et l'autosuffisance. C'est comme une nouvelle phase de l'ère post-coloniale qui se déroule en Amérique latine et aussi en Afrique. Je pense que l'Asie est déjà bien plus avancée sur cette voie. En réalité, cela laisse les Européens et les Américains loin derrière, si l'on y réfléchit bien. Et, vous savez, les États-Unis pourraient bien se retrouver confrontés à des difficultés en essayant d'imposer à toute l'Amérique du Sud un alignement hégémonique exclusivement américain. Je ne pense pas que cela fonctionnera. Je crois vraiment qu'ils vont rencontrer de sérieux problèmes.